Madame, monsieur, attention, prêt à retomber en enfance? Alors c'est parti pour un vrai plongeon dans la hotte du Père Noël. Et oui, cette semaine, ce sont les jouets qui sont à l'honneur. Alors, quels sont les plus répandus? Comment sont-ils fabriqués? À qui sont-ils destinés? Bref, que trouve-t-on sous le sapin de nos petits voisins? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, bien sûr, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, ils nous réservent plein de surprises. Voici nos lutins du jour. Arnaud Miguet qui nous donne rendez-vous en Chine. Sandrine Mercier, que l'on rejoindra en Espagne. Sylvain Lepetit, qui a fait le déplacement en Jordanie. Et enfin, Nicolas Bertrand, qui, lui, nous attend en Inde. À vous de jouer. Allez, pour la première escale, toute première escale, direction le fournisseur officiel du Père Noël, j'ai nommé la Chine. Bonjour Arnaud. L'Empire du Milieu a donc littéralement raflé le marché du jouet. Noël sera donc made in China ou ne sera pas. Oui, bonjour Laurent. Eh bien, si la Chine est l'usine du monde, et ça tout le monde le sait, eh bien c'est forcément vrai pour les jouets de Noël. Les 3/4 des jouets viennent de l'Empire du Milieu. La Chine inonde le monde de ses jouets, les guirlandes, les sapins artificiels, les décorations de Noël, tout ce qu'on trouvera sous ou sur le sapin vient d'ici. La Chine a exporté l'an dernier pas moins de 40 milliards de jouets, c'est absolument colossal. Les entreprises, il y en a plus de 10 000 qui fabriquent des jouets, ils sont fabriqués surtout l'été, il faut qu'ils arrivent à temps à Noël en Europe et par bateau. Les usines se trouvent surtout à Shenzhen et à Canton. Bref, le Père Noël vient faire son marché ici. L'antre du Père Noël, c'est la Chine. C'est ici qu'il vient remplir sa hotte, comme vous le montre ce sujet de Justine Jankowski. Regardez. La maison du Père Noël n'est pas sous la neige de Laponie, mais sur cette île asiatique. À Hong Kong, impossible de passer à côté. Noël est partout. Sur les immeubles, au-dessus des têtes, de toutes les couleurs, et surtout sur cette place. Ici, on retrouve la quasi-totalité des entreprises mondiales du jouet qui fabriquent des jouets et qui travaillent toute l'année pour le Père Noël. Elles sont concentrées sur 1 km² et dans les immeubles que vous voyez autour de vous. Depuis les années 60, c'est dans ces gratte-ciel que se trouvent des milliers de fabricants de jouets, dont Sylvie. Une Française installée depuis 10 ans à Hong Kong, où elle a créé sa marque de jouets. Oui, c'est bien de montrer que nos jouets sont aussi pour les garçons. Ces loisirs créatifs et autres jeux de rôle sont vendus dans le monde entier et tous fabriqués ici, en Chine. Et ce n'est pas prêt de changer. Il y a d'autres pays qui peuvent fabriquer les jouets à des prix moins chers. En revanche, on a un niveau de qualité qui répond aux exigences des normes européennes, notamment pour les jouets. Donc il n'est pas question pour nous de changer de site de production. Les Chinois ont une grande avance en termes de savoir-faire au niveau de leurs usines pour le jouet. Une grande partie de ces usines se trouve ici, à Shenzhen, à quelques kilomètres seulement de Hong Kong. Cette entreprise fabrique des jouets pour le monde entier. Nous l'avons visité cet été, c'était le pic de production pour Noël. 5000 peluches fabriquées par jour et une patronne sous pression. Attention, il y a une petite imperfection sur celui-là. Avant la fin du mois d'août, tout doit être envoyé par cargo. 1 mois et demi de transport pour l'Europe. Direction ces magasins français, par exemple. L'Hexagone représente 1/4 de la production de l'usine. C'est une période très intense et nous devons nous dépêcher pour terminer la production. Si les jouets n'arrivent pas à temps, tout le monde est perdant. Après l'atelier du Père Noël, voici sa maison, Yiwu, le plus grand marché de jouets au monde, sur 4 millions de mètres carrés. Des jouets du sol au plafond pour attirer les acheteurs du monde entier. En exclusivité, voici ceux qui orneront nos pieds de sapin cette année. Ballons de football pour la Coupe du Monde et les indémodables. Ça, ce sont nos nouveaux modèles pour Noël qui arrive. Je pense que ça va bien se vendre à l'international. 80% des jouets vendus dans le monde viennent de Chine. L'Empire du Milieu n'est pas encore prêt à partager ses jouets.
Alors Arnaud, on associe peut-être à tort d'ailleurs le Made in China à de la mauvaise qualité, mais j'imagine qu'il y a eu de nettes améliorations, et notamment dans la fabrication des jouets, non ? Oui, alors évidemment, Laurent, le marché du jouet fabriqué en Chine est évidemment monté en qualité, mais on trouve aussi de la mauvaise qualité. Tout dépend des acheteurs et finalement quel prix ils sont prêts à payer pour ces jouets. Mais la Chine monte en gamme, est capable de fabriquer le meilleur, et c'est pour ça que beaucoup viennent s'approvisionner ici, notamment le Père Noël. Il y a bien sûr eu des scandales. En 2007, Mattel qui a dû rappeler 21 millions de jouets parce qu'il y avait des taux de plomb anormaux et c'était donc dangereux pour les enfants. C'est plutôt une époque révolue. Régulièrement, certaines ONG font des enquêtes sur les conditions de travail de ceux qui fabriquent les jouets dans les usines chinoises. Cette année, par exemple, une enquête a été faite. Des ouvriers travaillaient plus de 40 heures supplémentaires, alors que la loi chinoise, normalement, n'autorise que 36 heures supplémentaires. Des ouvriers qui sont payés autour des 400 € pour des jouets qui sont vendus 40 € sur le marché français. Évidemment, ça peut faire réfléchir, mais la Chine est montée en gamme, ça ne fait pas de doute, et c'est pour ça qu'elle reste toujours le numéro 1 du jouet. Au fait, Arnaud, pour finir, les Chinois, est-ce qu'ils fêtent Noël finalement et est-ce qu'ils s'offrent des cadeaux ? Alors, Noël ne fait pas partie de la culture chinoise, très peu de décorations de Noël, même si on commence à s'y mettre. Pas de cadeaux. Traditionnellement, les cadeaux, c'est pour la fête du printemps. Pour les Chinois, les hongbao, littéralement les enveloppes rouges, porte-bonheur. Ce sont des enveloppes qui sont généralement remplies de billets de banque. Donc pas de cadeaux à Noël. Le 25 décembre, d'ailleurs, n'est pas un jour férié en Chine. Les gens travaillent, les enfants vont à l'école, mais mondialisation oblige. Noël, on commence à s'y mettre. C'est moins une fête de famille qu'une occasion de faire la fête avec des amis. Merci beaucoup Arnaud, à très bientôt évidemment, et surtout très bon Noël quand même. Pour la suite de notre périple, direction maintenant l'Espagne. L'Espagne qui tente de résister à la toute-puissance chinoise. Bonjour Sandrine. Le pays abrite l'une des rares fabriques de jouets artisanaux en Europe. Et ce matin, nous partons au paradis de la poupée certifiée 100% authentique, s'il vous plaît. Bonjour Laurent, nous avons effectivement en Espagne, près d'Alicante, une région surnommée la Vallée des Jouets, avec une star, la poupée. Elle fait partie du patrimoine des Espagnols depuis 150 ans. D'abord fabriquée en argile que l'on trouvait sur place, elle est aujourd'hui faite en vinyle, mais c'est ce savoir-faire artisanal et familial qui lui permet de résister aux géants chinois. Marie Bolinches et Johan Prodhomme sont partis à Aulnil, le berceau de la poupée. Voici la dernière fabrique du Père Noël en Europe. Dans ces ateliers, les poupées sont pomponnées comme des reines de beauté. Chacune d'elles passe entre les mains d'une vingtaine de personnes avant d'être empaquetée, direction le sapin des enfants du monde entier. On est les lutins du Père Noël. C'est comme ça que je nous vois. Et quand Noël arrive, je suis encore plus heureuse que les enfants. Chaque année, 200 000 poupées naissent dans les fourneaux de cette entreprise familiale. Après quelques minutes de cuisson, elles sont sorties une à une de leur moule en fonte. Depuis les débuts de l'industrie, l'ensemble du processus de fabrication est resté totalement artisanal. C'est très minutieux. Comme ce n'est pas automatisé, c'est moi qui décide comment je les coiffe. Donc chaque tête est différente. On utilise les mêmes fours que nos parents, on répète les mêmes gestes pour assembler la poupée, ses bras, ses jambes, ses cheveux. Tout continue d'être artisanal et cela nous permet d'employer beaucoup de main-d'œuvre. Les jouets font vivre 30 000 personnes en Espagne. Les plus grands fabricants sont implantés ici, dans la vallée des jouets. Ces montagnes d'argile ont en fait permis de créer la toute première poupée espagnole, il y a 150 ans. En 1877, un garde civil à la retraite crée ce modèle. Pendant toutes les années où il travaillait, il a vu que la demande était forte dans le pays pour avoir des poupées.
mais elle n'était accessible qu'aux riches. Grâce à l'argile, il a réussi à réduire les coûts de fabrication et les poupées sont devenues accessibles à tous. Fragiles, les poupées d'argile céderont la place à celles en résine, puis en plastique. Mais ce savoir-faire a bien failli disparaître. Dans les années 2000, les fabricants de jouets délocalisent en Chine. En 2011, ce fabricant de voitures pour enfants a été l'un des premiers à rapatrier sa production dans la vallée des jouets. Un calcul gagnant, l'entreprise emploie aujourd'hui 120 personnes. Quand on était en Chine, nous avions des temps de production extrêmement longs, 1 mois et demi en comptant le transport maritime. Ici, on peut répondre à la commande en 1 à 2 semaines. 80% de la production est exportée. Dans les entrepôts de la vallée, c'est l'heure des dernières expéditions. Les jouets espagnols seront livrés à temps pour Noël, chez tous les enfants sages, bien sûr. Question, est-ce que cette année, Sandrine, le Père Noël viendra se fournir, davantage en Espagne ? Eh bien oui, Laurent, on va en tout cas guetter son traîneau car l'Association des jouets espagnols annonce une augmentation de 10% des ventes de jouets en plus pour ce Noël. Le Made in Spain attire et rassure de plus en plus de parents. Résultat, de nombreuses entreprises de jouets espagnols rapatrient leur production de Chine pour être donc en bonne place sous le sapin. Après la crise économique qui a secoué l'Espagne, la poupée redonne donc le sourire aux petits mais aussi aux grands Espagnols. Un Père Noël très occupé, donc, mais qui n'est pas le seul à faire rêver les petits Espagnols, je crois. Effectivement, le Père Noël a une sacrée concurrence, triple même, puisque ici, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants sages. Les petits Espagnols attendent impatiemment Gaspard, Melchior et Balthazar dans toute l'Espagne. Une arrivée qui se fait sans reine ni traîneau, mais à dos de chameau et plus tardive que celle du Père Noël, puisqu'il faut patienter jusqu'à la nuit du 5 au 6 janvier pour recevoir et ouvrir tous ces cadeaux. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations, ces belles images qui trottent dans notre tête au rythme des traîneaux du Père Noël. À très bientôt évidemment. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec notre Mère Noël du web, car disons-le, franchement, et tout net, Internet est la plus grande vitrine de jouets au monde. Ça donne même le tournis, Julia. Oui, c'est vrai, le web est le principal concurrent des magasins de jouets. Comment on explique ça ? C'est très simple, les jouets sont des produits particulièrement bien adaptés à la vente en ligne. Ils sont non périssables, le conditionnement des jouets est très approprié à la vente par correspondance. Les considérations de taille, elles sont faciles à gérer et à identifier. Et puis, évidemment, au moment de Noël, le web permet d'éviter les foules des cyberacheteurs à Noël. Donc ça, c'est la première motivation. Et puis surtout, le web, c'est le premier marché du jouet d'occasion, Laurent. 40 millions de jouets jetés. Vous imaginez, chaque année, 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés au bout de 8 mois après l'achat. Autant vous dire que du coup, sur la toile, le marché du jouet d'occasion, il est en pleine expansion. Oui, sauf qu'il y a du recyclage qui est possible, on l'a vu avec Isabelle Martinet. Allez, vous avez sans doute des sites à nous conseiller pour acheter de façon, on va dire justement, plus raisonnée et raisonnable. Raisonnable, du recyclage, une sélection solidaire en tout cas. On commence avec le site Label Emmaüs. Alors là, une sélection de jouets d'occasion remis en état et vendus sur ce site pour la bonne cause évidemment. Vous avez aussi le site d'Amnesty International qui va proposer une boutique de cadeaux solidaire en ligne. Évidemment des produits qui proviennent du commerce équitable. L'intégralité des bénéfices évidemment réalisés grâce aux ventes de ces produits, ils vont permettre de lutter pour les droits humains à travers le monde. Et puis vous avez aussi un site étonnant qui s'appelle Etsy. Alors Etsy, ce sont des petites mains, des femmes qui ont entre 40 et 70 ans, qui habitent dans toute la France. Elles occupent toutes sortes d'emplois, mais pour arrondir leur fin de mois, elles sont créatrices de mode, stylistes, mais pour poupées. Et ce site propose des vêtements uniques pour des poupées très célèbres et qui sont évidemment très demandées au moment de Noël. Et bien sûr, ce site, ces femmes-là, ces costumières, elles peuvent arrondir leur fin de mois. Et puis, un autre site très utile, Ma Boobs Buddy. Alors là, c'est une association qui lutte contre le cancer du sein en faisant de la prévention et en vendant des t-shirts, des sweats avec des messages plutôt décalés, plutôt sympathiques pour la bonne cause. En tout cas, de quoi faire des achats de Noël utiles, intelligents et puis des dépenses qui ont une bonne idée au départ, une bonne valeur. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci beaucoup, Julia. Allez, pour la suite du voyage, nous partons immédiatement en Jordanie, à la rencontre d'un Père Noël peu ordinaire, il faut bien le reconnaître. Un Père Noël qui redonne le sourire aux petits réfugiés syriens. Bonjour Sylvain.
Ce bienfaiteur tente effectivement d'égayer le quotidien de ses enfants en leur fabriquant des jouets. Une très belle initiative, évidemment, qu'il nous tarde de découvrir. Bonjour Laurent, en effet c'est une belle histoire que nous avons eu l'occasion de découvrir dans ce camp en Jordanie. Celle d'un ancien paysan syrien devenu fabricant de jouets pour enfants. Et les ONG en ont fait tout un symbole, car comme vous allez le comprendre dans ce sujet, les organisations caritatives et humanitaires ont bien compris le vecteur que pouvaient représenter les jouets pour faire passer un message auprès des enfants, mais aussi auprès de l'opinion publique, que ce soit pour parler de la cause palestinienne ou de la crise syrienne. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé par Sophie Guignon et Laure Van Runbeck. En Jordanie, les camps de réfugiés s'étendent à perte de vue dans le désert. À Azraq, l'un des plus grands camps du pays, 40 000 Syriens vivent ici, dont la moitié sont des enfants. À 70 ans, Mohamed Assaf s'y est installé il y a 5 ans. Faute de travail et de perspectives de retour, cet ancien fermier s'est occupé en construisant des jouets. Une passion qu'il partage avec ses enfants et ses petits-enfants. On va lui mettre des cheveux et des yeux. Ce sera une marionnette. Leur source d'inspiration, leur ancienne vie en Syrie. On reproduit tout ce dont on se souvient, comme les fleurs, les jardins. Il y en avait beaucoup chez nous. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Regardez, ça c'est une balançoire. Et voilà un clown. Et ça, c'est un manège pour les petits-enfants. Et voilà la voiture qu'on avait en Syrie. Séduite par son initiative, une ONG aide Mohamed à se procurer les matériaux de fabrication afin que son travail profite à tous les enfants du camp. Notre vie est éprouvante, mais en travaillant, ma tête est ici et pas là-bas. Et j'aime rendre les enfants heureux. Des jouets comme thérapie et un moyen de sensibiliser l'opinion publique en cette période de fête. À Amman, un lycée international organise son traditionnel marché de Noël. Sur ce stand, ces poupées permettent de récolter des fonds destinés à un camp de réfugiés. Un projet que Cyrine a lancé avec ses enfants. Tu cherches une poupée pour un garçon ou pour une fille? Pour une fille. Si tu l'achètes, tu participes à l'éducation d'un enfant. Des poupées vendues à 45 € pièce. Un prix élevé qui pourtant ne dissuade pas les acheteurs. Mon grand-père est arrivé ici en fuyant la Palestine. Donc moi aussi, j'ai envie d'aider. Chaque poupée, unique, symbolise un adolescent palestinien. L'histoire des enfants est écrite sur leur dos. Celle-ci, par exemple, porte le nom d'Aya. Aya, son rêve, c'est de devenir dentiste. Les rêves d'Aya et de tant d'autres se heurtent à un quotidien de misère. C'est dans ce camp de réfugiés, devenu un bidonville, qu'une partie des poupées sont fabriquées. Aya vit ici avec ses parents et ses 7 frères et sœurs. Doucement. Grâce aux ventes des figurines à son effigie, l'association a pu lui financer du matériel scolaire et surtout un ordinateur. Bien sûr, leur aide me donne de l'espoir. Le fait qu'ils me soutiennent m'encourage à me concentrer plus à l'école. C'était une chance pour nous d'améliorer notre situation. Vous savez, on habite dans un camp, donc quand nos enfants ramènent des bonnes notes, c'est une raison d'être heureux et fiers. Des poupées pour un avenir meilleur. Cette chance, peu long parmi les 30 000 Palestiniens qui habitent ce camp, le plus pauvre de Jordanie. Ouais, à méditer évidemment. Merci beaucoup Sylvain et à bientôt. Retour chez nous à présent. Isabelle Martinet vient juste de garer son petit traîneau pour nous parler du marché du jouet en France. Comment se porte-t-il, Isabelle? Il se porte bien, bonjour Laurent. Je parle Laurent. pas du traîneau, hein, je parle du jouet. Oui, mais les deux se portent bien, et le traîneau et les jouets qui sont sur le traîneau, puisque la France est le deuxième marché européen après le Royaume-Uni. C'est vrai que traditionnellement, la période de Noël concentre près de 40% du chiffre d'affaires des distributeurs. Maintenant, cette année, les chiffres pourraient évoluer en raison du contexte un peu particulier. Oui, mais les petits Français sont quand même plutôt gâtés à Noël, non?
Alors, avec une dépense moyenne de 114 € par enfant, oui, la nouvelle génération est plus gâtée que la précédente. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, la multiplication des familles recomposées, évidemment, entraîne une multiplication des cadeaux. La deuxième raison, c'est que l'âge moyen des parents évolue et avec cette évolution, le pouvoir d'achat grimpe. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement l'élargissement de l'offre. C'est-à-dire que, sans même parler des grandes surfaces ou du commerce en ligne, qui représente quand même 26% du marché, nous avons en France 2000 magasins spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Bon, on sait, Isabelle, que le jouet joue un rôle primordial, essentiel, voire dans l'éveil de l'enfant. Donc j'imagine qu'il a évolué à travers les siècles, évidemment. Évidemment, parce que c'est vrai qu'il a de tout temps accompagné les enfants. Il a toujours reflété la société et évolué en fonction de son contexte, tout simplement parce que l'imaginaire de l'enfant se développe en corrélation avec l'époque. Alors, dans les temps très anciens, ce sont les mamans qui réalisaient les poupées en tissu et les papas, les petits bonhommes en bois. Et comme l'enfant se construit selon le modèle parental, eh bien, les petites filles jouaient à la dinette pour imiter maman et les petits garçons à la guerre comme papa. J'étais sûre que ça allait vous faire rire. Ben oui. Ça a beaucoup changé, évidemment. Bon, sur la forme, ce qu'il faut savoir, c'est que le jouet a pendant très longtemps été réalisé à la demande des sur-mesures. En fait, c'est l'ère industrielle qui a développé le commerce et créé de nouveaux jouets, comme par exemple le petit train. Et c'est quand même la société de consommation, Yes, qui a démocratisé le jouet. Oui, parce que vous venez d'y faire allusion, mais c'est vrai qu'il y a encore, j'imagine, question piège, le clivage entre les jouets pour les filles d'un côté et les jouets pour les garçons de l'autre. Alors, c'est vrai que les jeux d'imitation de papa et maman sont toujours en rayon. C'est vrai, mais quand même, aujourd'hui, un petit garçon peut jouer à la dinette sans que ça soit culturellement choquant. Wow. D'abord, c'est peut-être papa qui cuisine à la maison. Bah tiens. Et puis, ce petit garçon, il a peut-être vocation à devenir un chef étoilé. Puis, parallèlement, il faut quand même dire que les jouets, les derniers apparus, sont plutôt unisexes. On pense notamment aux mini-tablettes ou encore aux jouets éducatifs électroniques. Rapidement, qu'est-ce qu'on va trouver sous le sapin cette année ? Alors, mais vous savez, la tendance, en fait, c'est une alliance de la tradition et de la modernité. Alors, dans le top 10, on va trouver un jeu de construction d'une marque indémodable, mais qui mettra en scène cette année un héros sorcier d'aujourd'hui, comme on l'aime tous. Très en vogue aussi actuellement, un jeu de société. Vous savez, où on achète des terrains pour y mettre des maisons. Eh bien, cette année, ça sera l'édition Tricheur. Et puis, dans la série des jouets revisités, il faut savoir que les mini-poupées rencontrent un franc succès. Oui, puis je crois qu'il y a une autre tendance aussi dans cet univers du jouet. Une autre tendance avec une nouvelle clientèle très prometteuse, ce sont les adultes. On les appelle parfois les kidultes. Ce sont des hommes à 61%. Il faut quand même savoir qu'un jouet sur 10 vendu l'an dernier leur était destiné notamment des drones ou encore des puzzles. Et vous avez expliqué ça comment ? Vous savez, dans un contexte un peu morose, quelquefois, eh bien, on se replie sur des valeurs un peu ludiques. Ça peut faire du bien. Ainsi, les adultes se sont offerts pour 367 millions d'euros de jouets. Ah, quand même. Et vous noterez que les plus de 55 ans représentent quand même 20% des achats. Bon, un dernier point. Est-ce qu'on a une attitude, je vais dire, enfin éco-responsable avec les jouets ? Attitude... franchement, Julia nous l'a dit, il y a quand même 100 000 jouets en France qui sont jetés chaque jour, notamment parce que les enfants s'en désintéressent assez rapidement. En revanche, du côté de nos achats, oui, nous sommes beaucoup plus responsables et engagés face aux géants chinois dont on a parlé. Eh bien, le marché français progresse. Le jouet français représente aujourd'hui 11,5% du marché. C'est une bonne chose et ça montre tout simplement que l'estampille France est devenue une valeur sûre, un gage de qualité aux yeux des consommateurs. Merci beaucoup Isabelle, j'ai nourri les rennes, vous pouvez y retourner. Allez, pour la dernière destination, nous partons cette fois-ci en Inde à la découverte d'un jeu qui traverse les générations sans prendre une seule ride. Je parle du cerf-volant. Bonjour Nicolas. Alors, plus qu'un jouet, c'est une véritable institution, il faut bien le reconnaître, dans le pays, et elle n'est pas réservée qu'aux enfants. Oui, bonjour Laurent, vous avez raison, c'est toute la famille qui se retrouve, qui se regroupe derrière ce jeu d'apparence anodine, le cerf-volant. Vous le savez, la famille en Inde, c'est une valeur essentielle dans la société. Eh bien, dans la ville de Jaipur, dans le Rajasthan, chacune d'entre elles possède un ou plusieurs cerfs-volants qu'elles sortent pour passer un moment tous ensemble, toutes générations confondues. Alors pourquoi un tel engouement ? Eh bien, tout simplement parce que le cerf-volant, cela dépasse
ici, toutes les catégories, toutes les classes sociales. Son prix est extrêmement faible. Il faut compter, selon la qualité, quelques dizaines de centimes d'euros tout au plus. Et puis si vous ne pouvez pas vous l'offrir, rien de plus simple que de le fabriquer. Quelques morceaux de papier, un peu de bois et une ficelle. Le tour est joué. J'ai même vu des enfants dans les bidonvilles ici qui fabriquaient leur cerf-volant à partir d'un sac en plastique récupéré. Et donc tout le monde peut y jouer et venir colorer le ciel de Jaipur. Regardez ce reportage, il est signé Victor Bachtik, Amanda Jaquel et Sidou Yadav. Dans la famille Singh, il y a 2 enfants et beaucoup de cerfs-volants. C'est le jeu favori de Ridibav et Ridimana. Moi je veux le noir, je prends celui-là. Mais avant de le lancer dans les airs, les 2 frères ont tout un rituel. Vas-y, essaye-le. Vérifier sa souplesse, puis bien l'attacher. Attention, tu fais trop sortir le fil. Et c'est quand le vent se lève que le plaisir peut commencer. Attention, il descend, il descend. Nous, ce qu'on aime, c'est les combats de cerfs-volants. C'est vraiment très prenant. Le but est d'emmêler notre fil à celui d'un autre cerf-volant et de le couper. Ah, on a perdu. C'est la meilleure activité qu'une maman puisse espérer pour ses enfants. Je suis tellement contente de les voir faire voler leur cerf-volant. Ils sont en plein air, avec des amis. Ils s'amusent. C'est le jouet star à Jaipur. Ici, dès le plus jeune âge, toutes les têtes sont tournées vers le ciel. Et il est tellement populaire qu'un marché entier lui est dédié. Les cerfs-volants s'y déclinent à l'infini. Ils sont même pour certains fabriqués sur place. Kunduraman travaille ici depuis 33 ans. 300 cerfs-volants sortent de son atelier chaque jour. D'abord, on découpe le papier. Ensuite, on place une tige. Puis l'armature, qui donne sa forme au cerf-volant. Elle est fixée avec du papier. On ajoute enfin la queue du cerf-volant, et voilà, il est prêt à voler. Très bon marché, le cerf-volant est un jouet populaire en Inde. Mais s'il paraît inoffensif, il peut également se révéler dangereux. En 2016, 18 personnes se sont mortellement blessées en y jouant. Un constat qui a poussé cette association à sensibiliser les plus jeunes au danger du cerf-volant. Vous savez de quoi est fait le fil? Oui, c'est du verre. C'est très tranchant. Faites bien attention, vous pouvez vous couper les doigts. On enseigne aux enfants de toujours en faire avec un adulte, de ne pas utiliser du fil coupant pour éviter de blesser les oiseaux, et aussi de toujours jouer dans des espaces ouverts, jamais proches des lignes électriques. Tous les ans, plus de 300 petits passionnés participent à ces initiations, afin que le cerf-volant reste un jeu d'enfant. Ouais, cela dit, Nicolas, je sais que le cerf-volant n'est plus seulement un jouet, que depuis la fin de la guerre, depuis l'indépendance de l'Inde, c'est devenu un symbole pour l'ensemble du pays. Oui, absolument. C'est un symbole dans les années 1920, ici en Inde, quand la population commençait à se révolter contre les colons britanniques. Il y a eu plusieurs manifestations dans plusieurs grandes villes du pays. Eh bien, les manifestants ont eu l'idée d'écrire et d'accrocher des slogans en faveur de l'indépendance sur des cerfs-volants et de faire voler ces cerfs-volants au-dessus de la ville et au-dessus des grandes artères afin que ces slogans soient vus et lus par tous depuis parfois très loin. Et puis le symbole est resté ici lors de la fête de l'indépendance qui a lieu chaque année le 15 août. Les Indiens continuent à faire voler des cerfs-volants, comme quoi un jouet d'apparence quelconque est devenu en quelque sorte une arme politique. Nicolas, on ne fête pas vraiment Noël en Inde, c'est un pays très majoritairement hindou. À quelle occasion est-ce que l'on offre des jouets chez vous et quel type de jouets ?
Eh bien, la fête où l'on s'offre le plus de cadeaux ici en Inde, c'est Diwali, la fête des Lumières. Elle a lieu chaque année au mois de novembre. On célèbre le retour du dieu Rama. C'est en quelque sorte un Noël indien, si on peut tenter une comparaison. Alors, que s'offre-t-on pour Diwali? Eh bien, principalement des vêtements. Les petites filles portent des robes scintillantes, les petits garçons sont habillés comme de véritables maharajas, rien n'est trop beau, même dans les familles les plus modestes. C'est une tradition qui touche tout le pays. On s'offre aussi énormément de sucreries, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits, bien sûr parfumés, épicés comme on sait le faire ici en Inde. C'est de loin, de très loin, la fête préférée par tous les enfants à travers le pays. Merci Nicolas, vous et vos équipes, vous nous avez vraiment gâtés avec ces superbes images. C'était un très beau cadeau. À très bientôt donc. Madame, Messieurs, la tournée des cadeaux touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour ces jouets par milliers. Et la semaine prochaine, on restera dans la magie de Noël puisque les contes et les légendes seront à l'honneur. Alors, quels sont les personnages qui bercent l'enfance de nos voisins? Quelles histoires raconte-t-on aux tout petits dans les autres pays? Et quels héros fictifs ont émerveillé des générations entières? Eh bien, pour rêver avec nous, rendez-vous samedi prochain. Télématin, c'est fini pour ce samedi, pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi dès 6h30. En attendant, je compte sur vous pour passer un excellent week-end.